Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. 9h10, bonjour, bon début de semaine, ensemble jusqu'à 10 h. Hakim Abdelghafour, le réalisateur, vous salue, c'est le 100% culturel qui s'installe ce matin. Nous avons l'honneur et le plaisir de la recevoir. C'est une personnalité du monde de la culture qui est aussi très prise et très occupée, et on la remercie de sa présence ce matin ici en direct des studios de la chaîne 3. Il s'agit de Madame Rkeb Hadjira, qui est directrice du musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, le Palais Mostafa Pacha. Elle est parmi nous ce matin, le Palais Mostafa Pacha qui se trouve à la Basse Casbah, un très bel espace. Elle est parmi nous ce matin, on est ravis. Vous savez, en ce mois du patrimoine, toutes ces institutions culturelles sont vraiment très prises par des événements culturels, des conférences, des expositions, des projections de films documentaires, et j'en passe. Donc, il y a aussi des ateliers pour adultes et enfants. Profitez, mes amis, que vous soyez dans les 58 wilayas du pays, vous avez des activités au sein du musée qui existent dans votre wilaya. Et Madame Rkeb Hadjira, qui est parmi nous aujourd'hui, elle est vraiment très occupée, elle est vraiment surbookée par des activités, et on est ravis de la recevoir. Elle a fait cet effort d'être parmi nous ce matin. On est honorés de la recevoir. Bonjour madame. Bonjour Linda, le plaisir est partagé, c'est moi qui devrais vous remercier. Vous nous donnez l'occasion de parler de ce beau patrimoine, de ces beaux paysages, tout ce qui est matériel, immatériel, pour présenter cela à nos parents et aux futures générations. Exactement. Merci Linda. Madame Rkeb Hadjira, je disais que vous êtes donc une personnalité donc du monde de la préservation du patrimoine, être directrice d'un musée qui se trouve au niveau de la Basse Casbah, le fameux musée comme on l'appelle, le Palais Mostafa Pacha, qui se trouve pas loin de Jama' Ketchaoua, donc pas très loin des musées de Dar Daoud el-Amia, le musée des arts et traditions populaires. Il y a donc également le musée dont vous êtes directrice actuellement. C'est un musée qui reçoit beaucoup de touristes, oui, énormément de touristes. Effectivement, nous sommes dans une position géographique qui est on est très bien situé. Oui. Donc, il fait partie d'un circuit, soit on commence par le palais ou on termine. Oui. C'est-à-dire le visiteur, quand il fait sa visite, soit il débute au début, par exemple, il commence par notre palais, il termine par la citadelle, ou bien l'inverse. Et en général, c'est plus l'inverse, parce qu'ils adorent terminer par la visite du palais pour prendre leur temps et d'apprécier. Oui, oui. Donc, le musée, c'est d'abord Dar Mostafa Pacha, ça veut dire c'est un monument, c'est une merveille. Par ses éléments architectoniques, par ses carreaux de faïence. Vous savez que le musée, il abrite plus de 500 000 carreaux de faïence. Et des magnifiques carreaux de faïence. Nous avons la balustrade qui est aussi agréable à voir. En général, moi, c'est une petite anecdote. Quand on reçoit les visiteurs, quand on passe et on fait des tournées au niveau du palais, on remarque que le visiteur, il donne le dos à la balustrade. Donc moi, je fais une petite remarque. Je fais, écoutez, vous savez, c'est agréable d'apprécier cette balustrade. Donc ils se retournent, ils font, ah oui, mais c'est vrai, on a raté cela. Oui, oui, donc, oui. Oui, parce que cette architecture est ancienne et on n'a pas l'habitude d'aller et puis aussi de regarder ce qui se fait en bas. Absolument. Aussi, ce qui se passe en bas. Absolument. Donc, fait Wustadar. Et puis cette magnifique fouara. Oui. Il y a des plantes, de l'eau, de la lumière. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, on va le temps d'une pause musicale, vous le savez, dans ce magazine, le 100% culturel. On revient aussi sur pas mal d'expositions qui se déroulent. Je citerai, par exemple, la galerie Dar el-Kenz, qui abrite actuellement très belle exposition d'artistes peints, de sculpteurs. C'est au niveau de Chiraga, donc dans le lot Bouchaoui, où vous allez redécouvrir nos artistes tels que Selami, tels que Valentina Renem, tels que Monsieur Ben Saïd le sculpteur, et tant d'autres. Il est 9h14.
9h20, une superbe chanson ce matin dans le 100% culturel. 9h20 avec nous Madame Keb Hadjira, qui est directrice du musée de l'enluminure, de la miniature, de la calligraphie, le palais Mustafa Pacha, de la Basse Casbah. Elle est parmi nous ce matin. Des rencontres, des conférences, des expositions, des ateliers également sont programmés déjà depuis le 18 avril jusqu'au 18 mai, où il sera question bien sûr d'événements liés au patrimoine. Ce mois du patrimoine, l'Algérie, comme chaque année, elle met vraiment met le paquet pour ses rendez-vous culturels, pour ses activités. Le patrimoine est dans les rues. Là, par exemple, j'ai été il n'y a pas très longtemps à la place des Martyrs, où on voit des femmes défiler avec le hayek, avec l'adjar. C'est une occasion de défiler, de créer cette ambiance d'antan. Le couple algérois, le monsieur avec la tenue en tchangaï, et la feuille de menthe à l'oreille, na'na'a, comme on dit. Et tout cela, c'est aussi, c'est du patrimoine. Bien sûr, c'est une promotion. C'est quelque chose de formidable. Oui. Oui. Donc, bon, moi, comme chaque année, nous avons un slogan que le ministre des Arts et de la Culture présente pour que tous les gens concernés de la culture travaillent sur ces thématiques. Oui. Et je pense que c'est un slogan qui n'est pas attribué que pour le mois. C'est l'occasion d'y travailler durant tout le mois et c'est une continuité pour après. Donc chaque année, nous avons une nouvelle thématique et on continue. C'est ce qui nous a permis de passer d'une époque à une autre, de l'ère du stylo à l'ère de l'informatique, à l'ordinateur, et maintenant à l'ère de l'intelligence artificielle. Oui. Donc, Monsieur le ministre de la Culture, c'est ce qu'il a demandé cette année. Il faut travailler sur l'intelligence artificielle et le numérique. Pourquoi l'intelligence artificielle? Parce que ça permet aux visiteurs de voir les choses en 3D, d'apprécier. Quand il rentre dans un musée, on n'a pas besoin qu'on lui explique. Il a ses outils et à travers ça, il peut avoir toutes les informations dans chaque musée. Quand on parle d'un musée de l'enluminure, de la calligraphie, vous avez d'abord bien sûr le palais, donc des informations sur le palais, et après sur les thématiques. Par exemple, là maintenant, cette année, nous au musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, on a travaillé sur l'enluminure. Sur la miniature, désolé. Pourquoi? Parce que en général, quand le visiteur vient, il connaît pas, il sait pas c'est quoi une miniature. Il se pose ces questions. Donc on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais de travailler sur ce thème de l'intelligence artificielle, sur aussi des œuvres qui peuvent leur montrer. Et quand on parle de miniature, c'est aussi promouvoir l'immatériel aussi. Pourquoi quand je parle de l'immatériel ou le matériel, quand on voit un tableau en miniature, vous avez par exemple une scène qa'da algéroise, et quand vous rentrez dans vous scannez un QR code et vous avez toute l'histoire, comment faire un couscous, comment le présenter à notre invité, comment s'habillent les gens quand on reçoit des invités, vous retrouvez tout ça sur un tableau de miniature. Donc il y a ça. Sinon vous allez aussi trouver par exemple un dessin qui représente la Casbah. Et bien sûr, il n'est pas figé. Par exemple, chez nous, au musée de l'enluminure de la calligraphie, cette année, on a essayé de travailler sur ces œuvres. Comment travailler sur ces œuvres? C'est les faire bouger. Donc, animer l'œuvre. Quand on anime l'œuvre, ça veut dire que l'œuvre est en mouvement. Et le visiteur, il apprécie cela aussi. Voilà. Donc c'est vraiment une très belle initiative aujourd'hui, et notamment avec tous ces rendez-vous. Je le disais aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'intelligence artificielle, mais c'est aussi le contact humain. Vous insistez aussi sur la présence humaine dans ce musée, qui fait foule les week-ends, notamment le samedi. J'ai pu voir donc des vidéos où on revient sur ces touristes étrangers Oui, en grosse surtout. Majorité des étrangers, et puis la communauté algérienne qui vit à l'étranger et qui vient passer les vacances en fonction des vacances scolaires du pays là où ils sont, donc ils viennent pour passer les vacances, et le musée Mustafa Pacha est vraiment très sollicité. Oui. Il y a des vidéos où on voit carrément une chaîne humaine terrible. Absolument. Il y a aussi un mode de préservation de cet espace. Bien sûr, parce que le monde qui arrive, c'est aussi un poids.
c'est ça. Une préservation du site. La préservation du site et des œuvres. Parce que vous savez, quand vous rentrez dans un palais, on a le côté conservation préventive. Quand on parle de conservation préventive, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce palais. Il faut informer les gens que quand on dépasse un certain nombre, on est obligé d'arrêter de recevoir, ce n'est pas arrêter de recevoir ce public, mais leur dire que voilà, à un moment donné, on est obligé de ne pas laisser rentrer quelques personnes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rentrer. Oui, il faut patienter. Il faut patienter, parce que vous savez que dans un palais, c'est un palais très ancien, absolument, qui est aussi fragile. Très fragile, ça veut dire qu'on travaille sur le mètre carré. Vous avez un mètre carré, quel poids il va supporter. Donc, on doit faire attention à ça. Ça veut dire que nos conservateurs sont obligés de tourner, suivre le visiteur, regarder est-ce que ce visiteur fait attention. Et quand vous rentrez aussi dans une salle, il y a aussi l'hygrométrie. On fait une étude d'hygrométrie. Ça veut dire si vous avez beaucoup de monde, les gens transpirent, respirent, ils dégagent de l'humidité. Ce dégagement d'humidité va influer sur les œuvres. Oui. Donc, il faut vraiment faire attention. Même si on a des appareillages, il y a toujours le point de conservation qu'il faut respecter. On revient à vous, justement, Madame Rekeb, et à vos activités, des ateliers aussi pendant ce mois du patrimoine. Absolument. Nous avons des ateliers pour les enfants, la valise muséale qui se déplace aussi, et nous recevons aussi des écoles qui viennent au musée. On a essayé. Mais ça, c'est tout au long de l'année. C'est tout au long de l'année. Et pendant la saison, les vacances, Nous travaillons tout au long de l'année. Le mois du patrimoine, c'est vrai, ça fait partie, parce qu'on change de slogan, change de façon de travailler, mais sinon, ce sont des activités que l'on garde toute l'année. Et ce qu'il y a chez nous aussi, comme on reçoit beaucoup de public, donc en général, quand il fait beau, nos activités sont c'est-à-dire au large public. Après, les gens, ils peuvent s'associer s'il y a bien sûr de la place. Sinon, ils sont là, ils regardent, ils admirent. Et les activités qu'on fait aussi, elles sont liées au patrimoine. Quand on fait par exemple, un atelier avec des enfants, on essaye de leur faire par exemple, des ateliers sur la conservation, des ateliers avec l'architecte, le petit architecte, des ateliers avec le sur petit conservateur. Aussi, sur les éliges, des sujets vraiment qui touchent et surtout quand on est face à l'activité et à une certaine adversité extérieure. Donc on explique à nos enfants l'importance de cette bâtisse, parce que quand ils rentrent, eux en général ils viennent c'est une sortie. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'associer le plaisir à l'agréable et aussi la culture. Quand ils rentrent, on dit on n'est pas là pour voir, c'est tout, mais on leur dit que c'est un patrimoine à préserver. C'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Par exemple, quand les gens ils sont là à regarder les zellij, on leur dit, écoutez, il n'y a pas il ne faut pas le voir, c'est tout. Mais vous savez, il y a beaucoup de zellij, c'est très varié. Quand ils rentrent, par exemple, pour les DEF, on va rentrer, vous allez retrouver la faïence d'Elf hollandaise. Voilà, pour expliquer, qui est en fait, c'est une faïence où il y a différentes sortes de bateaux. Absolument. La base est blanche et le bateau est peint en bleu. Et quand on regarde, on a l'impression que c'est tous les mêmes bateaux. Mais au fond et en vérité, il n'y a pas un carreau qui ressemble à un autre. Si on avait le temps, j'aurais peut-être moi-même pris des loupes et passé avec le visiteur et lui montrer la différence entre un carreau de faïence et un autre. Donc, c'est ce qui est agréable à voir. 9h30 et le 100% culturel, mes amis. Des rendez-vous également. Hier, un colloque en hommage à Cheikh El Hasnaoui. Vous aimez Cheikh El Hasnaoui, Madame Rekeb? Je l'adore. Oui. Je l'adore. Quand on l'écoute, on n'entend pas, on l'écoute. Parce qu'il faut apprécier ses paroles aussi, surtout quand on les comprend aussi. Donc, même il y a des gens qui ne comprennent pas, mais le fait de l'écouter, on a la chair de poule. Absolument. Voilà. Et on revient... C'est-à-dire, après, on passe vers un passé. On se rappelle de nos parents, de nos grands-parents, parce que c'est eux qui nous ont appris à l'écouter. Ça vient pas comme ça. Et puis, Cheikh El Hasnaoui a introduit aussi pas mal d'instruments de musique, un peu salsa, un peu, voilà, c'est très particulier. Et il a su jouer entre les deux langues, la langue arabe, Derja, et la langue et le kabyle. Et il a donné une touche extraordinaire, une voix, beaucoup d'émotion dans la voix de Cheikh El Hasnaoui, comme vous l'avez si bien dit, que l'on comprenne ou pas.
il a su chanter l'amour également. Absolument. Et la Oui. tendresse. C'est un colloque donc, qui s'est fait à Tizi Ouzou et c'est Mohamed Hawchine qui revient sur ce sujet. Le colloque scientifique portant sur les textes de Cheikh Al-Hasnaoui a attiré beaucoup de monde hier à la Maison de la Culture Mouloud Mamri, où des poètes, des écrivains, des chercheurs et des sociologues ont décortiqué en détail les chansons du grand maître, comme le confirme Dr Mohamed Soulali, psychiatre installé en Suisse. L'initiative, c'était pour mettre en valeur le maître de la chanson kabyle algérienne, Cheikh Al-Hasnaoui, et surtout pour faire une analyse de ces textes. Et moi, je tiens à dire que Cheikh Al-Hasnaoui a chanté l'amour, et l'initiative du colloque, c'est pour le valoriser, le faire connaître dans les villes, puisqu'on a commencé en France, on est en Algérie. C'est un mythe, mais en même temps, c'est une légende. Les animateurs de l'association culturelle Cheikh Al-Hasnaoui de Tizi Ouzou, tout comme les participants à ce colloque venus d'Europe, étaient visiblement ravis par le plein succès de cet événement. L'idée d'organiser le colloque réellement est venue de Dr Soulali, parce qu'ils ont déjà organisé 4 éditions en France et en Belgique. Donc il m'a contacté, il m'a demandé si on voulait organiser ici à Tizi Ouzou le colloque. Évidemment, c'est clair que c'était une bonne idée, d'autant plus que Cheikh Al-Hasnaoui, sa ville natale est Tizi Ouzou, donc c'était tombé à pic, quoi. En tout cas, toute cette équipe de chercheurs compte se rendre encore en Suisse, au Canada, voire même aux États-Unis pour rencontrer de nombreux fans de Cheikh Al-Hasnaoui et revisiter ainsi son œuvre considérable. Tizi Ouzou, Mohamed Hawchine pour Alger 3. Et on enchaîne aussi avec une très très belle chanson du regretté Cheikh Al-Hasnaoui, Sani Sani. Oh, j'adore. Magnifique chanson du regretté Cheikh Al-Hasnaoui, Sani Sani, beaucoup d'émotions, une voix extraordinaire, de l'émotion, de la tendresse, de la douceur à travers cette belle voix du regretté Cheikh Al-Hasnaoui. C'était justement un colloque donné hier au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Et on revient à vous, à Madame Rkeb Hadjira, donc directrice du musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, où il est question aussi de 2 journées d'études, n'est-ce pas? Oui. Donc mercredi et jeudi prochain. Mercredi, jeudi prochain, Inch'Allah. Ce mercredi, oui, voilà. Oui. Nous avons 2 journées d'études. Donc nous avons 5 conférences qui vont être présentées par des docteurs. On a une conférence par Malika Ben Mesbah, qui est docteur en archéologie. Elle va présenter l'évolution de la miniature islamique. Il y a aussi une autre conférence, la miniature, livre et lame au pinceau d'Algérie. Nous avons aussi une conférence qui va parler de Omar Rassim, miniaturiste et calligraphe. À quelle heure, madame? Donc, il y a le matin de 10h à 15h. Très bien. Donc, et la conférence autour de Omar Rassim sera à quelle heure? C'est à partir de, on peut dire 11h à peu près. Très bien, voilà. d'accord. Donc ça va parler de Omar Rassim. Oui. Nous savons que c'est lui la première école et tous nos artistes miniaturistes. Absolument. C'est l'école Oui. sur laquelle, c'est à travers ce grand artiste que nous avons différentes miniatures qui représentent des œuvres, par exemple, des scènes de la Casbah, des scènes de notre patrimoine. Absolument. Voilà. Il a su décrire le mariage algérois dans ses jardins. Il a su décrire la veille de Ramadan ou la Sahara de Ramadan en plein Casbah. Donc il a décrit beaucoup de scènes comme ça, de la mariée. C'est ça, même le khitana, la circoncision aussi. Et puis les fleurs, la présence des fleurs et des jardins. C'est très important, bien sûr. On ne peut pas rentrer dans une maison de la Casbah et on ne trouve pas l'yasmine ou le fol. C'est quelque chose de sacré dans ces maisons. Donc nous avons 2 jours, mercredi et jeudi prochain. Jeudi, on aura aussi, mardi, mercredi. Mardi, mercredi. Très bien. Mercredi, ça sera concerné à l'intelligence artificielle. Donc on a essayé d'abord d'introduire la miniature. Pour la première journée, expliquer aux gens c'est quoi la miniature, comment dessiner une œuvre de miniature. La deuxième journée, c'est l'intelligence artificielle dans la préservation du patrimoine culturel. Donc la première conférence. La deuxième conférence, c'est le passé avec une vision d'avenir. Oui. Ça veut dire, on montre notre passé, mais avec nos nouvelles technologies de présentation
des œuvres et des Vous avez monuments. fait aussi un travail très très intéressant déjà l'année passée autour notamment de l'hommage que vous avez rendu à Mostafa Pacha, l'histoire de cette maison et qui était Mostafa Pacha en hologramme. Donc on a pu, il s'est adressé au public du Absolument. palais, Absolument. et il s'est présenté dans sa tenue, il a dit qui il était, d'où il venait, C'est ça. qui étaient ses parents, comment il s'est retrouvé dans ce palais. Absolument. Donc, l'idée est venue, bien sûr, avec l'ensemble l'ensemble des conservateurs du musée. C'est des gens qui se donnent à fond pour le travail de ce patrimoine. Il faut pas quand même... il faut rendre à César ce qui appartient à César, comme on Bien dit. sûr. C'est Et vrai, vous on savez, est c'est une responsable. équipe. Voilà, on est le fil conducteur et on peut pas travailler seul. C'est à avec fait. toute l'équipe qu'on travaille. Donc, on voulait, premièrement, parce que le musée reçoit beaucoup de visiteurs. Donc, on a des guides, c'est vrai, ils présentent le palais. Mais pour ne pas perdre de temps, on a pensé à ce travail qu'on a déjà fait au début. Et là, maintenant, on a essayé d'évoluer. On est rentré dans l'intelligence artificielle. Donc, au début, on avait un grand hologramme qui raconte l'histoire de Mostafa Pacha, son histoire en rentrant en Algérie, comment qu'il a vécu, comment qu'il a construit, parce qu'il a plusieurs palais, il n'a pas que le Dar Mostafa Pacha, il y a aussi Dar Sof qui appartient à Mostafa Pacha, il y a aussi il y a une bâtisse qui est au niveau pas trop loin du musée du Bardo aussi, c'est lui qui a fait la construction. Donc, il a construit des petites maisons un peu partout. Et qu'est-ce qu'on a fait cette année? Au lieu que ça soit un hologramme qui raconte l'histoire, vous avez des QR codes que le visiteur scanne. Tout au long de la visite, quand il scanne son QR code, il voit apparaître sur son smartphone Mostafa Pacha, bien sûr en 3D, et il lui raconte l'histoire. On a essayé de faire une petite reconstitution du personnage en espérant qu'on n'est pas trop loin de ce personnage. Donc, il a l'explication de tout ce palais, du début jusqu'à la fin. Oui. Et Ça, c'est vraiment agréable quelque parce chose de que très- les enfants maintenant ils sont très smartphones, très nouvelles technologies. Donc, et il y a un point sur lequel je veux parler. Il faut pas aussi se baser que sur l'intelligence artificielle. C'est bien de travailler, c'est bien d'évoluer parce que le monde il est plus sur cette technologie, mais il faut laisser toujours quelque chose pour le visiteur. Pour le rendre, la curiosité du visiteur, il faut lui laisser un point sur lequel il est obligé de venir visiter nos sites et rester dans cette ambiance, humaine. Voilà, humaine, sinon, et où on crée l'émotion. l'émotion et le contact humain aussi. Exactement. Il est 9h42 minutes. 9h42 minutes et on revient sur un sujet aussi qui fait partie de notre patrimoine, notre terroir, le chant, les textes du rail, le rail qui a été aussi classé, n'est-ce pas? Madame Rkeb, il a été classé donc patrimoine algérien, donc à l'UNESCO. On est ravis, on est honorés et c'est Fatah Boumehdi qui revient sur ce sujet. Le raï, ce genre musical né dans l'ouest algérien et qui signifie opinion. C'est une façon de dire ce qu'on pense ou beaucoup plus ce qu'on ressent. Ça chante l'amour, la douleur, le désir avec des mots à la fois simples mais forts. Les Medahat par exemple ont inspiré ce style et avec le temps ce genre a évolué, des instruments modernes ont été intégrés mais l'émotion est restée la même. Le chercheur et musicologue Abdelkader Ben Damesh revient avec nous sur les origines du raï. Le chant raï est exclusivement féminin à l'origine. Sa naissance se situe dans les régions de l'ouest algérien comme Oran, Mascara, Relizan, Ain Bouchent, Bel Abbas et Saïda. Il s'agit de lamentations de femmes pour des raisons familiales, sociales ou religieuses. Ce sont tous les cris de douleur exprimés entre femmes, des mélodies, des musiques aussi archaïques au départ. Ce type de chant prend forme à partir du début du XXe siècle avec l'avènement du disque 78 tours appuyé par les services psychologiques de la colonisation. Ce sont plusieurs stars féminines qui sont apparues à cette époque-là du début du XXe siècle. Khaira Kandil, par exemple, Fatma Al-Khadem et d'autres. Et ce n'est qu'à partir du début des années 50 du XXe siècle, avec une nouvelle star, avec l'émergence d'une nouvelle star Rimiti, que le raï va prendre la forme d'une chanson en parallèle d'un chant typiquement bédouin qui traite des aspects socio-religieux interprétés par des chiours. Et le raï devient 9e élément algérien, entrant dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO en décembre 2022.
Le rail, c'est aussi une voix libre et sincère, nous dit le professeur en sémiologie Faisal Sahbi, et qui d'ailleurs a participé à l'inscription du rail à l'UNESCO. C'est bien plus qu'un mot, c'est une prise de parole, une manière d'assumer ses choix, ses erreurs et ses désirs aussi. Quand dans les anciennes chansons on entendait le mot Yaraï, on entend aussi un aveu, mais surtout un constat mélancolique. C'est mon avis m'a mené là où je voulais pas et là où je suis, là où j'y suis. Yaraï. C'est d'abord une parole personnelle, parfois douloureuse et souvent courageuse. En fait, le plus commun, le rail est né dans l'ouest algérien, c'est dans l'Oranais, entre justement le rural et le populaire. C'est un genre hybride, à la fois enraciné est en mouvement. Il naît de la rencontre du melhoun, un art du verbe, un texte, et le bedoui, une musique bédouine portée par la voix et la plainte et la complainte. L'influence des meddahat, ces femmes qui chantaient les douleurs du quotidien avec une liberté de temps parfois étonnante. Puis il y a eu le tournant des années 70 avec l'arrivée des guitares électriques de Blabbes, les synthétiseurs, les boîtes à rythme à la fin des années 70-80. Et par là, le rail se transforme, il quitte les campagnes pour les villes, pour les ports, pour les grandes villes et il finit même par embarquer vers l'Europe. Donc c'est même plus qu'un style musical, c'est une trajectoire. Ces dernières années, les jeunes reprennent le rail et le font voyager dans le monde entier. En fait, ce qui se passe aujourd'hui est fascinant et depuis quelques années, on assiste à un retour en grâce du rail. Ce retour est d'abord musical, visible à travers les reprises des grands standards. On voit une jeunesse qui s'approprie les codes du rail. Le rail devient une manière de dire quelque chose sur le corps et même sur les désirs. Il y a là un rapport de fascination. Reprendre les textes, les détourner, les chanter. Depuis 2022, le rail est reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité, une fierté pour l'Algérie, une musique qui continue de faire danser et vibrer les cœurs, qu'ils soient sensibles ou pas. Et oui, voilà, donc effectivement, il fait vibrer les cœurs sensibles et on reste avec la chanson Rail et cette fois-ci avec le célébrissime duo Fadela et Sahraoui avec cette mythique chanson Nselfik. Et le 100% culturel, cette fois-ci, direction aussi le monde du cinéma et le fameux film Tahia Yadido de Mohamed Zinet, un film culte, n'est-ce pas? Oui. Il va être projeté prochainement au niveau de la Casbah d'Alger. Inch'Allah, dans le cadre notamment du mois du patrimoine. C'est un film qui a été retravaillé et la qualité de l'image, du son, etc. Hier, il y a eu aussi un film documentaire en hommage à Mohamed Zinet. C'est un film documentaire qui a été réalisé par Mohamed Latrache et c'est Sidi Ali Fares qui nous présente justement ce film documentaire et le réalisateur. Un film documentaire qui nous fait plonger dans l'histoire d'un acteur-réalisateur de génie, Mohamed Zinet, avec son œuvre unique, Tahia Yadido, le réalisateur du film documentaire Mohamed Latrache. On peut dire qu'il représente Alger en quelque sorte, ne serait-ce qu'au cinéma. Et lui, il a vécu en fusion avec cette ville dans laquelle il est né, il a grandi, il a tout appris dans cette ville. Et tout ça, il l'a rendu de manière merveilleuse dans Tahia Yadido, qu'il a tourné en 70, qui reste, je crois, à ma connaissance, le film qui rend le mieux ce qu'est Alger. Le ministre de la Culture et des Arts, Zohair Balalou, ne voulait pas rater la projection du film sur Zinet et son œuvre qui traite sur la Casbah d'Alger. Ce documentaire d'aujourd'hui fait un petit peu l'éloge de Zinet parce que vraiment il s'est sacrifié pour ce film, rend hommage à ce réalisateur et beaucoup d'autres réalisateurs qui ont réalisé de grands films qui sont partis dans le silence. La Casbah d'Alger reste toujours le cœur battant de la capitale d'Alger. Comme l'a très bien dit Monsieur le Président, il ne faut pas oublier la Casbah d'Alger doit être vraiment le noyau de la grande Alger capitale. Les professionnels du cinéma algérien étaient présents. Ils ont salué le film sur Mohamed Zinet. On connaît toute l'histoire de Zinet grâce à ce documentaire. Grâce à Zinet que le cinéma de poésie a pu exister en Algérie. حاجه روعه ورانا لونسيان ماتيريال ولا دي سيكونس تاع لي فيلم تاع يديدو وكذا ورانا هو يهضر شويه من لونتوراج تاعو جبني كثر سور الماتيريال نهضر صح. Non seulement c'est vrai, oui, il a fait un seul film, mais il a fait un chef-d'œuvre du cinéma algérien. Mohamed Zinet qui est quand même un de nos cinéastes, j'allais dire fondateurs, les plus sensibles dans le monde cinématographique. Et c'est bien qu'on fasse un film sur lui. Bonne nouvelle pour l'œuvre de Mohamed Zinet. Tahia Yadido, elle a été restaurée et elle va être projetée prochainement à la Casbah d'Alger.
خاصة صورك جاية لعندي في هذه اللحظة. وين؟ Voilà, 9h55 avec nous justement Madame Rkeb Hadjira, directrice du musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Elle était l'invitée du 100% culturel et elle vous invite aussi à vivre donc cette belle exposition qui se déroule actuellement au musée, hein, le palais Mustafa Pacha en Basse-Casbah, à la Basse-Casbah, où il y a une belle exposition, n'est-ce pas? Très belle en hommage donc au monde de la miniature. De la miniature. Oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est une exposition qui a été travaillée avec bien sûr l'ensemble du personnel et des boîtes com pour montrer le rôle de l'intelligence artificielle au niveau de la conservation du patrimoine. Très bien. Donc là, c'est le patrimoine matériel, ce sont les œuvres. Donc on a travaillé sur la miniature parce que c'est très facile pour l'intelligence artificielle de reprendre une œuvre. D'accord. Donc nous avons travaillé sur des œuvres. À l'occasion, je parle aussi, on a rendu hommage à M. Ben Kahla. Oui. Il y a une de ses œuvres sur laquelle, en scannant le QR code, vous avez l'apparition du personnage, du regretté M. Ben Kahla, qui s'adresse à son public. Qui s'adresse à son public. D'ailleurs, le jour de l'expo, les gens étaient émus. On a vu... Il faut voir l'émotion des personnes, surtout des gens qui le connaissaient. En scannant l'œuvre, ils voyaient M. Ben Kahla apparaître sur le smartphone, raconter sa vie, dire comment il a commencé, comment il a travaillé sur la miniature. C'était le premier directeur du musée enluminure miniature calligraphie. Très bien, donc on pourra découvrir tout cela, et venir et visiter déjà le musée. Oui, merci beaucoup. À venir, bien entendu. Merci beaucoup et quant à nous, écoutez, à demain.